heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de ce soir, une série de nouveaux braquages ont été signalés ce lundi 13 février à différents endroits dans la capitale. Un phénomène préoccupant pour les Kinois qui ne se sentent plus en sécurité vu la récurrence de ces événements à Kinshasa. Et puis, les autorités militaires dans la province de l'Ituri appellent les Ituriens au calme et rassurent que la ville reste sous le contrôle des FARDC, ce après la rencontre d'une délégation des FARDC avec celle de l'armée ougandaise en vue d'harmoniser les actions à mener dans le cadre de la mutualisation des forces entre les FARDC et l'UPDF. À l'international, grâce à une réforme, une banque implantée dans un pays de la CEMAC peut désormais ouvrir une succursale dans les 5 autres États membres avec un seul agrément, ce qui ouvre l'accès à un marché de 60 millions de consommateurs à ces institutions financières. Commençons avec cette actualité. La RDC se trouve face à elle-même dans le conflit qui l'oppose au Rwanda. Dans une région composée des États hostiles, le pays doit s'appuyer sur le peuple afin de tenir debout, ce du moins ce que suggère le ministre de la Justice, Constant Mutamba, au moment où les rebelles attaquent sur plusieurs fronts. La population congolaise est appelée à bannir les conflits et les divisions internes afin de faire échec au plan de l'ennemi. Patrick Ilunga. L'armée la plus forte du monde demeure le peuple. C'est le ministre de la Justice Constant Mutamba qui a fait cette déclaration. Ces mots, en résonance avec l'appel du président Félix Tshisekedi fait le 29 janvier, sont un appel à la résilience. Lorsque le premier des Congolais s'est adressé à la population après l'entrée des rebelles à Goma, il avait affirmé que les attaques des rebelles et de l'armée rwandaise ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais aussi une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. Le chef de l'État avait ajouté: en ce moment difficile, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance, avait-il lancé. Aujourd'hui, plus que jamais, les autorités congolaises doivent s'appuyer principalement sur la force populaire, car dans les ténèbres de la crise, la force du peuple nourrit la puissance du canon. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, le peuple doit à tout prix éviter les querelles internes, lesquelles sont susceptibles d'ouvrir le chemin aux ennemis du pays, principalement ceux de la région qui ne cachent plus leur hostilité à l'égard de la République démocratique du Congo et qui souvent servent de cheval de Troie aux prédateurs occidentaux habitués à piller le pays. Ultimatum donné par le fils de Museveni aux forces présentes en Ituri, les menaçant de désarmement forcé via un message posté sur son compte Twitter personnel a expiré. Que va-t-il se passer maintenant? La question reste ouverte car l'Ouganda doit jongler entre l'impératif de maintenir des bonnes relations avec Kigali tout en préservant ses liens avec Kinshasa. Maris Bolé. La récente déclaration de Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais, a provoqué une nouvelle vague de spéculation et d'inquiétude concernant la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. En lançant un ultimatum via Twitter, il a menacé d'imposer un désarmement forcé aux forces présentes à Bunia, en Ituri, sous 24 heures. Cette annonce s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes, notamment avec le soutien présumé de l'Ouganda au M23, un groupe rebelles soutenus par le Rwanda. Cette situation soulève des interrogations sur les réelles intentions de l'Ouganda et sur les conséquences d'une attaque imminente, comme l'a suggéré Muhoozi dans son message. L'incertitude entourant les actions de l'Ouganda place la RDC dans une position délicate. D'un côté, Kinshasa accuse le Rwanda d'être derrière le M23 et suspecte l'Ouganda de jouer un rôle discret dans ce soutien. De l'autre, l'Ouganda adopte une position ambiguë en se présentant comme un partenaire de la RDC dans la lutte contre les ADF, tout en étant suspecté de maintenir de liens avec le rebelle du M23. Si l'Ouganda décidait d'agir, cela confirmerait les accusations du soutien au M23, mais cela mettrait également en péril ses relations avec la RDC. Une telle démarche risquerait d'affaiblir la coopération militaire et diplomatique entre les deux pays, déjà fragiles. Le dilemme pour l'Ouganda réside dans l'équilibre à maintenir entre ces relations
relations avec le Rwanda, ses intérêts stratégiques en Ituri et la gestion de ses relations avec la RDC. En soutenant indirectement le M23, Kampala pourrait renforcer ses liens avec Kigali, mais cela compromettrait son rôle dans la lutte contre les ADF et nuirait à sa coopération avec Kinshasa. La pression sur l'Ouganda est donc double, solidifier ses alliances tout en évitant de trop déstabiliser la RDC, un partenaire clé pour la région. Face à cette situation tendue, la RDC se retrouve dans une position complexe. D'un côté, elle doit gérer l'agression du M23, soutenue par le Rwanda, et de l'autre, elle doit faire face à un voisin dont les intentions demeurent floues. Le soutien implicite de l'Ouganda au M23 pourrait aggraver davantage la crise dans l'Est, tout en détériorant les relations bilatérales avec Kinshasa. La question demeure, l'Ouganda passera-t-il à l'acte, exacerbant ainsi la situation, ou bien ces tweets n'étaient qu'une simple provocation sans réelle suite? Seul l'avenir pourra nous le dire. Parlons toujours de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise appelle la population de l'Ituri au calme et assure que la ville de Bunia reste sous le contrôle des FARDC. Une délégation des FARDC a rencontré à Boga une autre délégation de l'armée ougandaise. L'objectif de cette rencontre, qui sera suivie d'autres, est d'harmoniser les actions à mener dans le cadre de la mutualisation des forces entre les FARDC et l'UPDF. Suivez plutôt ces propos recueillis du porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu les commandants 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation des forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri, vous le savez, dans les opérations conjointes des Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Et donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas les contextes. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. Et la situation sécuritaire à l'est de la RDC, on en parle dans ce journal avec notre intervenant Patrick Ilunga qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Patrick Ilunga, on parle de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu qui empire, mais il faut aussi dire que le processus de paix est aussi à l'arrêt. Bon, il faut dire que pour ceux qui nous suivent, ils savent aussi que, à part le Nord et le Sud Kivu, là, c'est la province de l'Ituri avec le porte-parole de l'armée en Ituri qui vient, en tout cas, faire le point de ce qui se passe.
à part ces deux provinces-là, donc l'Ituri aussi est alerté et à l'affût de la situation sécuritaire. Mais le nord et le sud Kivu, c'est là qu'il y a vraiment crépitement de balles. Et on sait que Goma a été le théâtre de beaucoup d'affrontements, on va dire d'un affrontement sanglant. Le sud Kivu avec Bukavu, il y a eu des échanges, on va dire des affrontements, jusqu'à ce que le M23 pénètre dans Bukavu. Donc c'est le côté, on va dire, le côté théâtre de guerre, c'est très engagé actuellement au niveau de la région, bien au niveau même national, c'est vraiment une inquiétude. Mais le processus de paix, lui aussi, est un petit peu à l'arrêt. À l'arrêt parce que d'abord, il y a eu des contre-coups au niveau des sommets ou bien des rendez-vous importants. Dans le dernier, le sommet qui avait été convoqué le 15 décembre par le président Joao Lourenço, qui était médiateur dans la crise congolaise. On a vu aussi que le sommet conjoint EAC-SADC, c'était justement dans le processus de recherche de sortie pacifique de cette crise. Mais le processus s'est arrêté un petit peu dans le sens que le médiateur a rendu son tablier, a démissionné, on va dire ça comme ça, parce que le médiateur est devenu en même temps le président de l'Union africaine, le président Joao Lourenço. Et donc, le processus est en train de rechercher quelqu'un pour prendre la suite du président Joao Lourenço. On va dire que, bon, actuellement, ce n'est pas vraiment une surprise pour ceux qui suivent la question, parce que le dernier sommet entre l'EAC et la SADC, c'était déjà une sorte d'appel d'offres avait été lancé pour qu'un leader africain prenne la suite du président Joao Lourenço. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Le processus de Luanda, on peut dire qu'il est à l'arrêt. Le processus de Nairobi, lui, il était déjà à l'arrêt bien avant, parce que, bon, le président Uhuru Kenyatta, qui est facilitateur dans ce processus, était un petit peu buté à beaucoup de difficultés, ce qui fait que les deux processus, pour plus d'efficacité, devraient être, on va dire, jumelés pour faire un processus unique. Donc, pour l'instant, la RDC, on va dire même la région, ou bien au niveau africain, parce que le processus de Luanda, c'est un processus de l'Union africaine. Donc, au niveau africain, l'appel est lancé pour qu'un autre leader africain prenne la suite du président Joao Lourenço. Patrick Ilunga, le président Denis Sassou Nguesso pourrait être le candidat pour succéder au président Joao Lourenço en tant que médiateur. Pensez-vous qu'il a le profil nécessaire pour succéder au président Joao Lourenço? Oui, même s'il n'a pas encore postulé en tant que tel, mais il dit pourquoi pas, il peut être aussi, il a le profil, c'est un ancien président, un doyen en tout cas de la région en Afrique, qui est très respecté. Un doyen qui a un vécu, on va dire, en tant que militaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans la vie civile, on va dire ça comme ça, parce que il est octogénaire maintenant. Donc, il a l'expérience d'un ancien militaire, il connaît la guerre, il connaît aussi, on va dire, le côté diplomatique en tant que président de la République du Congo, de la République du Congo. Donc, il a l'expérience. Il a aussi l'expérience en tant que médiateur, parce qu'il il est médiateur dans la crise libyenne, entre les factions libyennes. C'est lui qui mène la médiation là-bas. Donc, il a le profil, on va dire le côté profil, connaissance, expérience, il a ça. Maintenant, entre la RDC et le Rwanda, est-ce il est à équidistance? Est-ce qu'il peut être vu comme un médiateur, entre guillemets, neutre? C'est un petit peu le problème, parce que selon certaines opinions, le président Sassou Nguesso c'est lui qui a accordé, on va dire, on va dire, déroulé le tapis rouge au président Paul Kagame en signant des accords pour accorder au Rwanda des terres pour la culture on va dire des biocarburants au niveau de Congo-Brazzaville. Donc, vu de Kinshasa, c'est un président qui
qui est un peu sympathique à l'ennemi, entre guillemets. Donc, comme on dit, l'ami de mon ennemi est quelque part mon ennemi aussi. Kinshasa, il y a un peu ce scepticisme. Voilà, il y a certaines opinions à Kinshasa qui le regardent comme ça, mais c'est un président qui, on va dire, qui a l'expérience, mais est-ce qu'il saura être le médiateur qu'il faut? On va dire c'est une question qui n'a pas encore de réponse, mais il faut préciser qu'il n'a pas encore postulé en tant que tel. Voilà, merci à vous Patrick Ilunga pour cette analyse. C'est moi qui vous remercie, Damani. La réunion hebdomadaire sur la situation épidémiologique et humanitaire en République démocratique du Congo s'est tenue ce lundi 17 février en présence du ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba. La situation sécuritaire qui reste volatile à Bukavu, Minova, Kalehe, Katana et Miti Mureza a été l'un des points saillants abordés lors de cette réunion. Patience Lokeke. La situation sécuritaire qui reste volatile à Bukavu, Minova, Kalehe, Katana et Miti Mureza a été l'un des points saillants abordés lors de la réunion hebdomadaire sur la situation épidémiologique et humanitaire en République démocratique du Congo. Cette instabilité a conduit au bombardement du centre de traitement de Mpox de Kalehe, entraînant la fuite des 17 malades, dont 10 confirmés positifs et 7 en attente des résultats au 7 Mpox de la zone de santé de Miti Mureza. Cette situation expose plusieurs zones de santé, aires de santé et directions provinciales de santé voisines à un risque de propagation de la maladie. Concernant les données épidémiologiques cumulées de la semaine 1 de 2024 à la semaine 6 de 2025, 79 519 cas suspects ont été enregistrés, dont 1507 décès, soit un taux de létalité de 1,51%. Le nombre de cas confirmés s'élève à 14 976 et un total de 78 393 personnes ont reçu la première dose du vaccin. À Kinshasa, 20 736 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 711 ont reçu la seconde dose, selon les données de la dernière semaine. Une campagne de sensibilisation de masse est actuellement en cours à Pakadjouma. Elle inclut l'organisation d'une séance interactive où des experts répondront aux préoccupations de la communauté concernant l'Mpox, le vaccin et la prise en charge. Et puis l'UNICEF appelle à des mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire des centaines de milliers d'enfants face à la situation de crise qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'intensification de la violence et des déplacements, car 330 000 enfants de plus sont désormais déscolarisés avec le risque que plusieurs d'entre eux ne retournent plus à l'école. C'est ce qu'indique un communiqué de presse de cette agence du système des Nations Unies rendu public ce lundi 17 février. Rosie Chioyo. C'est depuis un moment que le système éducatif du pays est sur une immense pression, notamment avec le nombre élevé de personnes déplacées, car cette situation a obligé plus de 6,5 millions de personnes, dont 2,6 millions d'enfants, à fuir leur foyer dans la région. Depuis le début de l'année, les violents affrontements ont entraîné la fermeture de plus de 2500 écoles et espaces d'apprentissage dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu, y compris ceux dans le camp de personnes déplacées. Entre les écoles fermées, endommagées, détruites ou transformées en abris, 795 000 enfants sont désormais privés d'éducation contre 465 000 en décembre 2024. En incluant la province de l'Ituri, plus d'1,6 million d'enfants dans l'est de la RDC sont actuellement déscolarisés. Bien que les écoles des Goma aient rouvert leurs portes le 10 février, très peu d'élèves ont repris le cours, de nombreux parents craignant que la situation sécuritaire reste trop dangereuse. En période de crise, l'école joue un rôle fondamental pour maintenir une certaine stabilité et fournir un espace sécurisé qui protège les enfants d'éventuels recrutements par des groupes armés ou des violences sexuelles. Les écoles peuvent également offrir aux enfants ayant subi des traumatismes un accès à un soutien psychosocial, indique le communiqué de l'UNICEF. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance soutient par ailleurs la continuité de l'éducation à l'est de la RDC en collaborant avec ses partenaires pour mettre en place des espaces d'apprentissage temporaires et distribuer de matériel ainsi que des kits d'hygiène et d'assainissement. L'UNICEF envisage également de modalités d'éducation par radio et des programmes d'apprentissage accélérés pour atteindre les enfants les plus éloignés et marginalisés.
avec la pression des mines et des munitions non explosées autour des Goma, y compris à l'intérieur ou à proximité des écoles. L'UNICEF mènera des actions de sensibilisation aux dangers liés aux engins explosifs. Dans le cadre de son appel humanitaire global, l'UNICEF sollicite 52 millions de dollars pour répondre aux besoins éducatifs urgents de 480 000 enfants. L'UNICEF appelle enfin toutes les parties au conflit à respecter les établissements scolaires et les infrastructures civiles, conformément à leurs obligations en vertu du droit international, et à cesser immédiatement toute utilisation des établissements d'enseignement à des fins militaires. Revenons dans la capitale, malgré l'opération Dobo en cours censée neutraliser les bandits urbains à Kinshasa, l'insécurité dans la capitale devient de plus en plus préoccupante. Les braquages à main armée se multiplient, sémant la terreur dans plusieurs quartiers de la ville. De nouveaux braquages ont eu lieu ce lundi 17 février à différents endroits de Kinshasa. Gigi Nende. 3 braquages ont eu lieu ce lundi à Kinshasa, dont un à Limité, à la 15e rue Poids-Lourd, et 2 autres à Huiléry, l'un visant le bar du célèbre boxeur Martin Bakolé. Ces faits rappellent la montée de l'insécurité dans la capitale, alimentant l'inquiétude de la population. L'insécurité persiste malgré l'opération Dobo lancée par le ministère de l'Intérieur, la Justice et la police qui a permis l'arrestation de plus de 1500 Koulouna et la condamnation de près de 200 d'entre eux ces derniers jours. La population s'interroge alors sur l'émergence de nouveaux criminels armés de fusils opérant en plein jour et à visage découvert, contrairement aux anciens Koulouna qui étaient principalement armés de machettes. Parmi les incidents récents, on note l'attaque du supermarché Kin Marché dans la commune de Matete, où un policier a été tué lors d'une tentative de braquage. D'autres braquages, comme celui d'un cambiste à Ngiringiri le 10 février et une série d'attaques le 7 février, montrent l'intensification de la criminalité. Et ces attaques incluent non seulement des vols, mais aussi des intimidations et des agressions physiques mettant en danger la sécurité publique. Face à cette situation, il est urgent que les autorités prennent des mesures fermes pour endiguer cette vague de criminalité. En sport, la République démocratique du Congo a battu le Gabon 3-1 au stade de la réunification dimanche 16 février 2025 en première journée du tournoi Unifac U17 qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations à Cannes Maroc U17 2025. Un seul léopard s'est démarqué de tous et s'est exaucé. Titi Wazaka, la pépite d'Es Maniema Union, a claqué le triplé permettant aux léopards de battre les panthères. Blaise Kouzola. Les léopards cadets de la République démocratique du Congo se sont imposés devant le panthère cadet du Gabon par 3-1. C'est dimanche 16 février à Douala au Cameroun. Ces matchs de football s'est joué dans le cadre de la phase éliminatoire de la CAN U17 zone Unifac. Les Congolais ont ouvert les scores à la 16e minute par Romaric Nzangambula. Mais à la 45e minute, les Gabonais Nogi Lemadiélemane a égalisé. Les scores à la mi-temps étaient donc d'un but partout. De retour des vestiaires, Exaucé Titi à la 72e minute donne l'avantage à la RDC avant de signer un doublé dans le temps additionnel à la 90e minute. Le score final est de 3-1 en faveur des Léopards cadets. Un sentiment de satisfaction. Après ma disputé avec le Gabon, nous sommes parvenus quand même à gagner ce match. Un match qui a été notre premier match. Vous savez, tous les premiers matchs, ce n'est pas toujours facile. Il y a un peu de doute au niveau des joueurs. Et on ne savait pas, parce que depuis là, on ne connaissait pas comment le Gabon se présentait. Et on a découvert le Gabon au même moment qu'on jouait avec eux. C'est comme ça qu'on a mis un plan de jeu qui nous a permis qu'on puisse gagner ce soir. Par ailleurs, dans l'autre match du jour de la même compétition, le Cameroun a battu la République centrafricaine par un score large de 9-0. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la page internationale.
implanté dans un pays de la CEMAC peut désormais ouvrir une succursale dans les 5 autres États membres avec un seul agrément. La réforme marque un tournant pour l'intégration bancaire et ouvre l'accès à un marché de 60 millions de consommateurs à ces institutions financières. Rachel Misenga. Depuis le 1er janvier 2025, les banques opérant dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale peuvent étendre leurs activités à l'ensemble de 6 pays membres sans avoir besoin d'un nouvel agrément. Une réforme qui vise à renforcer l'intégration bancaire régionale et à dynamiser les secteurs financiers, mais qui suscite aussi des interrogations quant à l'impact sur le banque local et la stabilité du système bancaire. La décision prise par la Commission bancaire de l'Afrique centrale s'inspire du modèle déjà en place dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine depuis 1999. Désormais, une banque agréée dans un des 6 États de la CEMAC, Gabon, République du Congo, Tchad, Guinée équatoriale, Cameroun, Centrafrique, peut ouvrir des succursales et proposer des services dans les autres pays de l'organisation sans passer par de nouvelles procédures administratives. L'objectif affiché est de faciliter l'expansion de banques et d'harmoniser un marché financier sous-régional de plus de 60 millions de consommateurs. Une simplification qui devrait, selon les autorités monétaires, encourager les établissements à élargir les réseaux et à proposer des services mieux adaptés aux besoins des entreprises et de particuliers. Si 54 banques ont été recensées dans la zone CEMAC fin 2023, le secteur est largement dominé par une poignée d'acteurs transnationaux dont la BCFI, Société Générale Ecobank et UBA. Ces groupes détiennent plus de 80% des actifs bancaires de la région et se trouvent en première ligne pour profiter de l'agrément unique. Seules 36 banques sur 54 respectaient en effet les exigences minimales de fonds propres, alors même de l'ouverture de succursales exige a priori de la banque mère une forte capitalisation. D'un autre côté, les créances douteuses restent un sujet de préoccupation. Le Cameroun capte à lui seul près de 47% des actifs bancaires contre 21% pour le Gabon et 15% pour le Congo, tandis que la Centrafrique et la Guinée équatoriale disposent des systèmes bancaires beaucoup plus restreints. Mais l'impact réel sur le financement de l'économie reste incertain. En 2023, près de 27% des actifs bancaires étaient encore investis dans les obligations d'État, un choix privilégié par les établissements bancaires au détriment du crédit aux services. Et puis le Gabon s'est doté d'un projet de centre d'emplissage de gaz butane à Mwanda. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie de décentralisation de l'État gabonais qui cherche à moderniser ses infrastructures pour mieux répondre aux besoins locaux et soutenir le développement économique des différentes régions du pays. Toujours avec Rachel Misenga. Le gouvernement gabonais poursuit activement sa politique de renforcement des infrastructures énergétiques avec l'annonce d'un projet stratégique visant à améliorer l'approvisionnement du gaz butane. Le gouvernement gabonais poursuit activement sa politique de renforcement des infrastructures énergétiques avec l'annonce d'un projet stratégique visant à améliorer l'approvisionnement en gaz butane. Il s'agit d'un centre d'emplissage de gaz butane hébergé à Mwanda dans la province du Haut-Ogoouélé. Pour un budget global de 11 milliards de francs CFA, cette initiative ambitieuse vise à répondre aux besoins énergétiques croissants de la région et à assurer une distribution plus efficace du gaz dans la province. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Rachel Misenga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Les forums de ZAS rapportent que Judith Souminois a balayé les sempiternels prétextes FDLR utilisés par Kagame pour justifier l'invasion du Rwanda en RDC. Lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba le 15 février, la première ministre congolaise a posé la question cruciale. Si les FDLR représentaient une menace si grave, pourquoi le président Kagame a-t-il refusé de participer au sommet de Luanda en décembre 2024 ?
Le Phare ajoute que ces discours fermes de Souminois a eu un impact fort sur Kagame, qui a quitté la salle du 38e sommet annuel du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Souminois a également dénoncé l'occupation illégale des territoires congolais par les troupes rwandaises, ce qui a exacerbé les tensions diplomatiques entre les deux pays. Toutefois, Géopolis souligne que la RDC reste seule face à ces conflits, malgré les appels à la mobilisation populaire. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de la résistance contre l'envahisseur. Africa News rapporte que le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a proposé de jouer le médiateur entre Kinshasa et Kigali, soulignant la nécessité d'un dialogue direct entre les deux présidents pour trouver une issue à la crise. Par ailleurs, Info 27 note que l'ambassade des États-Unis au Rwanda a mis en garde ses ressortissants face à la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, les conseillant de rester prudents et d'éviter le rassemblement public. Enfin, la référence rapporte des risques de pénurie de carburant à Lubumbashi, conséquence d'un mélange de facteurs exogènes et endogènes. La Fédération des entreprises du Congo a alerté sur les difficultés rencontrées à la frontière de Sakania, notamment à cause des lenteurs administratives et de problèmes logistiques, mais le gouverneur du Haut-Katanga a promis de prendre des mesures pour y remédier. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine. C'est la fin de ce journal, place au rappel des titres. Une série de nouveaux braquages ont été signalés ce lundi 13 février à différents endroits dans la capitale, un phénomène préoccupant pour les Kinois qui ne se sentent plus en sécurité vu la récurrence de ces événements à Kinshasa. Et puis, les autorités militaires de la province de l'Ituri appellent les Ituriens au calme et rassurent que la ville reste sous le contrôle des FARDC, ce après la rencontre d'une délégation des FARDC avec celle de l'armée ougandaise en vue d'harmoniser les actions à mener dans le cadre de la mutualisation des forces entre les FARDC et l'UPDF. Et à l'international, grâce à une réforme, une banque implantée dans un pays de la CEMAC peut désormais ouvrir une succursale dans les 5 autres États membres avec un seul agrément, ce qui ouvre l'accès à un marché de 60 millions de consommateurs à ces institutions financières. Fin totale de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.